On poursuit dans cette présentation de quelques éléments de technique fiscale. Je rappelle que ces éléments ont pour but de nous familiariser avec le vocabulaire et le fonctionnement de la «machine fiscale» entre guillemets. Je vous présente donc deux grandes distinctions selon les modalités d'imposition. D'une part, on a une distinction entre l'impôt de répartition et l'impôt de quotité. D'autre part, on verra une distinction entre ce qu'on appelle l'impôt réel et l'impôt personnel. Alors d'abord, la première distinction entre l'impôt de répartition et l'impôt de quotité. Alors l'impôt de répartition, on a vu qu'une des premières fonctions de l'impôt était, et est toujours, de pourvoir aux dépenses publiques d'une collectivité donnée, hein, l'État par exemple. Si ces dépenses sont bien estimées, l'État va pouvoir répartir la charge de l'impôt sur les contribuables. Très schématiquement, l'impôt de répartition consiste donc d'abord à définir une somme à collecter, dont on a besoin pour assurer le fonctionnement de l'État par exemple. Ensuite, de la répartir, cette somme, entre les contribuables. Par exemple, disons qu'un État souhaite percevoir 76 milliards d'euros au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est à peu près la somme hein, qui est perçue chaque année depuis 2 ou 3 ans au niveau de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en France, donc 75-76 milliards. S'il y a 38 millions de foyers fiscaux, c'est le cas en France, cet État va donc répartir les 76 milliards de sommes à percevoir sur 38 millions de foyers. Il pourra par exemple exiger de chaque foyer fiscal 2 000 euros ou recourir à des formules plus justes permettant de prendre en compte la situation des contribuables. Donc l'impôt de répartition, c'est un impôt qui peut être très très injuste hein, finalement, puisqu'on va répartir la charge fiscale de l'impôt sur les citoyens, et on peut tout simplement faire une division, voilà, comme on vient de le faire tout de suite. 76 milliards à répartir entre 38 millions de foyers fiscaux, ça donne 2 000 euros à payer par foyer fiscal. Alors, on peut faire ça ou on peut moduler avec des modalités de progressivité, comme on a déjà vu. Alors, l'essentiel de l'impôt de répartition, ce dont il faut se souvenir, c'est que on détermine, ou l'État détermine d'abord la somme dont il a besoin, et ensuite procède à une répartition, je dirais, arithmétique de cette somme entre les différents contribuables. Alors, présenté comme ça, on voit que l'impôt de répartition peut être un peu brutal et ne pas tenir compte de la situation de chaque foyer fiscal. Alors, vous vous souvenez, les revenus, le nombre d'enfants, les charges diverses, etc. Cela rappelle finalement, si on, on réfléchit bien, ça rappelle un peu les méthodes de l'Ancien Régime, où le pouvoir monarchique fixait aux fermiers généraux des objectifs de recettes fiscales. Donc on peut revoir la petite vidéo hein, qu'on avait regardée ensemble, évoquée en introduction. Alors ça, c'est l'impôt de répartition. Et puis il y a un deuxième type d'impôt, encore une fois, dans notre approche de, des techniques fiscales, il y a un deuxième type d'impôt qui s'appelle l'impôt de quotité. Alors l'impôt de quotité, j'allais dire, c'est tout simplement l'inverse, si on peut dire. Alors, dans le cas de l'impôt de quotité, on connaît le taux d'imposition, mais on ignore le résultat. À savoir que le volume d'impôt qui va être collecté n'est pas connu au départ. On ne connaît que les modalités d'imposition. Par exemple, si on prend la TVA, on connaît le taux d'imposition de la TVA. On va prendre un exemple simple, enfin, oui, simple en chiffres. Par exemple, la TVA est de 20% en France hexagonale. C'est le taux normal de la TVA. On connaît ce taux, mais on ne connaît pas à l'avance le rendement de cet impôt, c'est-à-dire au final, combien cet impôt va rapporter. On fait des hypothèses naturellement dans ce qu'on appelle la loi de finances, le projet de loi de finances initiale, donc le projet de budget qui est présenté chaque année au Parlement avant la fin de l'année. Donc on fait des hypothèses, par exemple, avec 20% de TVA. Bon, il y a plusieurs taux, donc le calcul est beaucoup plus fin, mais je résume. Je schématise, avec 20% de TVA, on peut s'attendre à tant de milliards d'euros de, de recettes fiscales de la TVA. Alors il y a des hypothèses qui sont faites, notamment avec des modèles qui permettent d'anticiper un peu l'activité économique. On va se dire, bah, avec tant de pourcents de croissance, ben, on va avoir plus d'activité, plus de ventes de ci, plus de ventes de ça, plus de chômeurs, moins de chômeurs, etc., plus de consommation. Or, vous vous souvenez que la TVA,
son mode de fonctionnement, c'est d'imposer la dépense, donc imposer la consommation. Plus les gens vont consommer, plus les gens vont acheter plutôt et consommer, plus la TVA va rapporter. Mais ça, on ne le sait pas avant. On connaît à l'avance le taux d'imposition, donc la méthode en quelque sorte de perception, mais on ne connaît pas le résultat. Même chose pour l'impôt sur les sociétés, hein. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 28%. En 2020, il va être de 26,5% en 2021, 25% en 2022, etc. Donc on connaît à l'avance les taux puisqu'ils ont été votés par le Parlement fin 2017, mais on ne sait pas combien ça va rapporter. C'est d'ailleurs pour l'impôt sur les sociétés une des grandes inconnues, alors qu'il y a une relative stabilité du rendement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et en particulier des ménages. En revanche, pour l'impôt sur les sociétés, l'impôt est très, 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 très variable et on ne connaît pas, à plusieurs milliards près, hein, je dirais, le résultat d'une année sur l'autre. Entre le moment où on prévoit donc la fin de l'année 2019 et le moment où on va réaliser l'ensemble des recettes, donc la fin de l'année 2020, il peut y avoir des écarts de plusieurs milliards. C'est le cas pour l'impôt sur les sociétés, hein, dont je parle. Même chose pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. On sait la technique et le barème au départ, mais on ne connaît pas le résultat. Donc voilà, hein, c'est en quelque sorte, je l'ai présenté comme l'inverse de l'impôt de répartition. L'impôt de quotité, on fixe les modalités de prélèvement et en particulier les taux d'imposition, que ce soit pour le revenu, que ce soit pour autre chose, et en particulier la dépense, mais on ne connaît pas le résultat. Alors, on privilégie donc la méthode sur le résultat ou le montant à collecter. Cette méthode dite de l'impôt de quotité est donc, en tout cas, elle apparaît beaucoup plus juste que la précédente, l'impôt de répartition, mais beaucoup plus incertaine, parce qu'en réalité, le montant des impôts collectés dépendra au fond des comportements et des revenus des contribuables. Que ce soit les revenus pour l'impôt sur le revenu, que ce soit les revenus pour les dépenses qu'ils feront, etc. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, et ça pose problème. On n'aime pas trop, hein, l'incertitude en matière de recettes budgétaires. Bon. Donc ces revenus sont pas toujours prévisibles. On ne sait pas, comme je l'indiquais, il y a une incertitude sur le nombre de salariés ou de chômeurs, une incertitude sur le montant des salaires, une incertitude sur le niveau, le montant global des salaires, hein. Je dis pas qu'on diminue les salaires ou on augmente les salaires, mais le montant global va dépendre du nombre de gens au travail en réalité, donc du nombre de chômeurs. On ne connaît pas le chiffre d'affaires des entreprises, les entreprises non plus, hein, ne le connaissent pas, donc c'est difficile à prévoir. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces deux impôts pour conclure sur ce point-là? Eh bien, en pratique, la plupart des États vont mélanger, comme vous vous en doutez, les deux méthodes, hein, en donnant quand même, pour des raisons un peu de démocratie et puis de politique, la priorité à l'emploi, la priorité, excusez-moi, à l'impôt de quotité. Ça veut dire que les gouvernants partent ainsi d'une idée un peu de l'objectif à atteindre, notamment avec des modèles économiques et fiscaux qui disent, bon, bah, si on fait ça, il se passe ça. Par exemple, le montant des impôts qu'il faut récupérer pour couvrir les dépenses publiques, on va essayer de fixer les idées comme ça. Les gouvernants, donc à partir de ces hypothèses, font différents calculs, essayent de se faire une idée, hein, sur la croissance économique, sur le taux de chômage, sur la création d'entreprises, etc., etc. Et puis ils vont ajuster les différents instruments d'imposition, hein, pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire que si on a vraiment besoin d'atteindre au minimum tel ou tel objectif, eh ben, on va plutôt mettre l'accent sur tel type d'impôt dont le rendement est à peu près certain ou qui évolue très peu dans le temps. Et puis, on ne va pas mettre l'accent sur des impôts très aléatoires. Donc on va ajuster, hein, les différents instruments d'imposition. Est-ce qu'on choisit les impôts directs? Est-ce qu'on choisit les impôts indirects? Et cetera. Et tout ça pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé un peu par hypothèse au départ et qui est à peu près toujours le même, hein. Les grandes dépenses de l'État ne varient pas de beaucoup. Après, les aléas, hein, bon, comme une guerre, une épidémie, et cetera, c'est autre chose. Mais les dépenses, je dirais standards, n'évoluent pas beaucoup, hein, quand même d'une année sur l'autre. Le problème, c'est les recettes. Alors, les impôts sur les bénéfices des entreprises, donc qu'on a vu, hein, jusqu'à présent, donc selon les statuts, l'IRPP ou l'IS, sont des impôts de quotité.
Alors dans l'approche que j'ai choisie, mélangeant, un peu le vocabulaire et la technique fiscale, après cette distinction entre l'impôt de répartition, et l'impôt de quotité, on va aborder une deuxième distinction, qui est la distinction entre l'impôt réel et l'impôt, personnel. Alors on va voir, 3 petits aspects, hein, dans ce paragraphe, hein. D'abord des aspects de définition un peu pour situer les choses, l'impôt réel, l'impôt personnel et puis on va s'interroger un peu sur l'idée, est-ce qu'il y a une opposition finalement entre l'impôt, personnel et l'impôt réel? Comme ça peut exister, des éléments de choix entre l'impôt de répartition et l'impôt de quotité. Alors, d'abord l'impôt réel. Alors attention, encore un problème de vocabulaire juridique. Là, on emploie un vocabulaire juridique avec l'impôt réel qui est différent, du sens habituel. Le réel dans le sens habituel, qu'on emploie tous les jours, c'est, quelque chose qui existe, qui est bien vrai, et cetera, qui correspond à la réalité. Dans le sens juridique, on emploie, réel dans la transcription, qui nous vient du latin, hein, un terme d'origine latine, où, réel fait référence à, la chose, autrement dit la chose matérielle. Par exemple la res. La res, c'est la chose matérielle. On emploie ce terme notamment dans l'expression res publica, hein, qui a donné, res publica, c'est la chose publique, qui est à l'origine du mot république. Donc en latin, le res, c'est la chose matérielle, qui a donné en fait deux branches, hein, une branche plutôt chose, qui va être utilisée par les juristes, et une branche plutôt matérielle qui va être utilisée dans le langage courant, si je peux résumé à grands traits. Alors l'impôt réel, c'est donc celui qui porte sur un bien, sur un acte ou sur un service. C'est pas l'impôt qui existe dans la réalité, hein. C'est pas ça. L'impôt réel, c'est celui qui porte sur un bien, sur un acte ou sur un service. Alors du point de vue fiscal, l'impôt réel a la caractéristique d'être relativement facile à mettre en œuvre, mais un peu injuste socialement, car il ne prend pas en compte finalement les différences de situation entre les contribuables. On a toujours les mêmes éléments de manœuvre, hein, si vous voulez. On ne prend pas en compte les revenus personnels, on ne prend pas en compte les charges de famille, etc. Ça veut dire que pour un même bien ou pour un même acte, pour schématiser à grands traits, les pauvres payent autant que les riches, alors que les uns et les autres n'ont pas les mêmes capacités financières, bien sûr. Alors les impôts réels sont souvent des impôts proportionnels à la valeur des biens ou des services sur lesquels ils sont assis. Donc on retrouve le terme assis par rapport au terme assiette, hein, même racine. Quelques exemples d'impôts réels, par exemple les impôts sur le patrimoine, la vente d'immeubles, de terrains, les droits de succession, eh ben, les taux d'imposition sont identiques pour ces formes de transfert de propriété, quels que soient comment dirais-je, les moyens de la personne qui doit les payer, c'est-à-dire par exemple les héritiers ou les acquéreurs. On ne prend pas du tout ça en compte, voilà, le taux d'imposition, je sais pas, c'est de 16% sur la valeur de l'immeuble, et cetera, ou de 8% selon les cas. Voilà, c'est l'impôt à payer, c'est tant. On a aussi ce type d'impôt réel, bien sûr, j'y reviens parce que c'est notre grand impôt, en matière de dépenses, eh ben, pour les impôts sur, la consommation et en particulier la TVA et en partie l'octroi de mer. Ce sont des impôts réels, donc ils portent sur des choses ou ils portent sur des choses, sur des biens plutôt, sur des actes ou sur des services et donc ce sont bien des impôts réels, hein, au sens, où on l'emploie, ici. Heu, on les doit en fonction de la valeur, quelquefois de la quantité des produits achetés ou des services obtenus, heu, et non pas en fonction de sa situation personnelle ou de son niveau de vie, dirons-nous. 2e type d'impôt, hein, on fait la distinction entre l'impôt réel et l'impôt personnel. Vous avez compris, la différence, elle est assez presque naturelle, hein, dans l'exposé que je fais. L'impôt personnel, il est appelé personnel parce qu'il individualise la personne qui le paye, c'est-à-dire le contribuable. L'impôt personnel va prendre en compte la situation de la personne physique ou de la personne morale qui le doit et qui le paye. Heu, pour les personnes physiques en particulier, l'impôt personnel, va prendre en compte leurs revenus personnels, leurs charges de famille, à l'intérieur du foyer fiscal,
Éventuellement, certaines autres charges, par exemple, les frais professionnels, dans certains cas, les intérêts d'emprunt, dans certains cas aussi, des investissements, défiscalisés et cetera. Pour les personnes morales, l'impôt personnel va prendre en compte, diverses charges, par exemple les frais généraux, les amortissements, les provisions éventuellement, des éléments, relatifs à la localisation, si je suis en zone franche, pas en zone franche, et cetera. Alors quelques exemples, hein, l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés sont des impôts personnels, en ce sens qu'ils vont viser, des personnes physiques ou des personnes morales. On a vu que l'utilisation des rôles, je reviens encore sur ce terme, ancien, mais toujours utilisé en fiscalité, l'utilisation des rôles permet de mettre en œuvre cette personnalisation de l'impôt. Il faut rappeler aussi que pour les personnes physiques, la personnalisation de l'impôt, repose sur, 2 types d'éléments, principaux. La prise en compte du revenu de l'individu, ou des revenus des individus qui composent, le foyer, fiscal, le foyer familial. On l'appelle foyer fiscal, mais il correspond généralement à la cellule familiale. Et sachant qu'un seul individu, je fais une parenthèse, un seul individu constitue en lui-même un foyer fiscal, hein, du point de vue de la fiscalité, hein. Donc, 2 types d'éléments principaux qui sont pris en compte dans la personnalisation de l'impôt. Donc, les revenus de l'individu ou des individus et le nombre de personnes à charge, avec un système de parts, etc.